Salut à tous et bienvenue dans le moment MMA du 14 avril. On va se prendre un round de 5 minutes pour parler de l'actualité de ces dernières 24-48 heures. Alors j'ai pas parlé hier de Diaz contre Jake Paul parce que je voulais avoir un peu plus d'infos, je voulais voir un peu ce qui allait sortir. Donc on va en parler aujourd'hui, c'est notre gros titre, mais on va aussi parler de Sean O'Malley, de Tim Welch, de Chris Curtis et de Khabib. C'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et vous avez entendu la cloche, c'est parti. Donc c'est tombé, ça y est, Jake Paul va affronter Nate Diaz, ou plutôt Nate Diaz va affronter Jake Paul, j'ai envie de dire, parce que c'est Diaz qui passe à la boxe anglaise. Ça va se tenir le 5 août à Dallas, au Texas. Alors franchement, moi j'y croyais pas. Je pensais que c'était un gros coup de pub que Nate Diaz et Jake Paul se faisaient, voilà, en se renvoyant la balle, ça faisait parler d'eux un petit peu sur les réseaux. Et là, quand j'ai vu que c'était signé, la première chose que j'ai pensé, c'est déjà que Nate Diaz prend un gros risque, parce qu'en plus Diaz, il n'a pas fait seulement qu'accepter le fight, aussitôt il a tweeté je m'occupe de Jake Paul, et ensuite je retourne à l'UFC reprendre mes ceintures. Bon, ça c'est du grand Nate Diaz, il est persuadé d'être le champion, d'être le meilleur, ça fait partie du personnage. Mais imaginez si Nate Diaz perd contre Jake Paul, il va retourner à l'UFC, mais là c'est sa réputation elle est cassée, vous voyez, parce que même si tout le monde sait maintenant que Jake Paul est quand même un bon boxeur, le gars il pourra plus parler, c'est pas possible. Quand tu passes ton temps à dire que t'es le vrai gangster, que t'es le meilleur, que t'es ci, que t'es ça, que t'as déjà mis à l'amende Jake Paul, etc., etc., si tu perds contre lui, t'arrives à l'UFC, déjà je pense que ta valeur marchande elle aura bien baissé, parce que le grand public se dira bon bah Nate Diaz voilà, il est plus vraiment au niveau. Et puis les autres combattants vont se faire un plaisir de l'humilier, c'est méchant à dire, parce qu'il y en a peut-être beaucoup d'autres qui pourraient perdre contre Jake Paul en boxe anglaise. Mais là, Nate Diaz, à mon avis, lui, il va manger pour les autres, c'est clair et net. Après, il va prendre un gros billet, et ça, c'est plutôt bien quand t'as un mec de l'UFC. Bon, lui, c'est déjà une grosse paye. Nate Diaz, juste pour rappel, pour les gens qui connaissent pas trop, à la base, il était surtout connu pour avoir gagné l'Ultimate Fighter, et pour être le petit frère de Nick Diaz, qui lui était un gros nom des poids welter, qui a combattu Georges Saint-Pierre, et qui a été champion au Strikeforce avant d'arriver à l'UFC. Voilà, il était surtout connu pour être son petit frère. Et puis ensuite, il a battu Conor McGregor. Et alors là, il a explosé. Il a fait 2 combats contre McGregor. Il y a eu la BMF, la ceinture contre Masvidal. Enfin voilà, après, dès que Diaz combattait, c'était un sacré événement. C'était vraiment un truc de fou. C'est devenu la superstar de l'organisation. Et là, il était parti, ça fait depuis le mois de septembre, et son combat avorté contre Khamzat Chimaev, qui avait fini par un combat contre Ferguson, qu'il avait gagné par soumission. Mais voilà, il passe à l'anglaise, il va faire un gros billet, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il va retourner à l'UFC après? Franchement, il est plus tout jeune, Nate Diaz. S'il gagne, il va peut-être retourner faire une pige à l'UFC, et moi je pense prendre Conor McGregor. Et je le vois pas faire d'autres combats. Mais s'il perd, là je pense qu'il aura plus qu'à disparaître, parce que son truc de je suis le vrai gangster, je suis le meilleur, je bats tout le monde, tu perds contre Jake Paul, là il y aura plus du tout d'excuses. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a Tim Welch, l'entraîneur de Sean O'Malley, qui a dit sur Twitter je vois pas ce que Nate Diaz va apporter, que Anderson Silva n'a pas apporté face à Jake Paul. Alors c'est pas faux, parce que moi je vois Silva quand même un peu meilleur, plus véloce pour combattre Jake Paul, mais il y a une chose, c'est que Nate Diaz il a un cardio de marathonien, faut pas l'oublier, et Paul, moi j'ai l'impression que parfois il tire un peu la langue à la fin des combats, il est vite, on le voit vite la bouche ouverte. Nate Diaz, s'il ne tombe pas, et c'est très dur de faire tomber Diaz, il est connu pour son menton, les frères Diaz sont connus pour ça, si Diaz ne tombe pas dans les premiers rounds, il peut accélérer dans les 3 derniers rounds en anglaise, et peut-être faire très très mal à Jake Paul. Alors ça, peut-être que Silva ne pouvait pas l'apporter, vous voyez. C'est le petit truc, mais c'est vrai que Tim Welch, Tim Welch a fait son petit commentaire qui va peut-être faire parler un petit peu. Je crois qu'il l'a dit dans son podcast, The Timbo Show, là, avec Sean O'Malley. Je voudrais pas dire de bêtises. C'était une remarque pas bête, mais il y a un petit plus, c'est attention au cardio. Ensuite, on passe à autre chose. On a Eugène Barman, le coach d'Adesanya, qui s'est exprimé sur Khamzat Chimaev et qui a dit que lui, il trouvait ça un peu déplacé de faire combattre Khamzat Chimaev pour un titre en poids moyen. Sachant que le mec a combattu en poids welter tout le temps, sauf un combat en poids moyen, il comprend pas pourquoi Khamzat allait arriver, griller la priorité à tout le monde et prendre Israël Adesanya. Il dit ouais, nous on se bat pour que ce soit la ceinture la plus prestigieuse, la ceinture la plus respectée, etc. Faire quelque chose de carré. Et lui il arrive, il grille la priorité à tout le monde et il va nous combattre. Franchement il n'a pas tort. Et j'ai vu qu'il avait reparlé ensuite, il a dit ouais, je suis pas en train de dire que je veux pas combattre Khamzat, ça va être un très beau combat si on combat Khamzat, mais moi je veux qu'il fasse ses preuves avant, je veux qu'il prenne quelques combats qui battent des contenders.
Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai toujours dit que moi, les mecs qui montent d'une catégorie, qui prennent le title shot, ça me dérange. Sauf quand c'est Volkanovski, parce que Volkanovski était déjà champion, il avait déjà fait ses preuves. Pareil pour Daniel Cormier, mais là, Khamzat, il n'est pas encore champion. Et pareil, les gars qui reviennent d'une retraite et qui ont directement un combat pour le titre, moi, ça m'énerve un petit peu. Sauf quand tu t'appelles Georges Saint-Pierre. Mais sinon, voilà. Moi, j'aime bien quand tu reviens après un long layoff, que tu prennes un petit combat avant d'avoir un combat pour le titre. Moi, c'est mon truc, je suis comme ça. Après, voilà, chacun verra midi à sa porte. Ensuite, on a Sean O'Malley qui a parlé de Rosas, un Rosas Junior qui a perdu ce week-end, le jeune espoir de 18 ans, j'en ai parlé. Et O'Malley qui est plutôt cool dans ce qu'il dit, il lui donne plutôt un conseil, il lui dit moi je serais lui, je me retirerai un peu de l'UFC, je laisserai couler un peu de temps, j'irai me faire la main dans une organisation où toutes les lumières ne seront pas braquées sur moi. Ce qui n'est pas faux parce que dès qu'il va combattre, Rosas, ça va être le petit jeune. Le petit jeune qu'on a vu pendant un temps comme la future star. Donc c'est vrai que prendre un pas de retrait et aller combattre ailleurs, pourquoi pas. Il dit en plus, O'Malley dit que Rosas a souvent déclaré qu'il voulait être le plus jeune champion UFC. Il dit ouais, si tu pars pendant 2 ans et que tu reviens, tu auras 20 ans, ça sera encore jouable. Moi je pense que c'est un très bon conseil et que Rosas pourrait s'en inspirer, aller se faire la main un petit peu ailleurs avec moins de pression. On a Shane Burgos aussi qui a parlé de Dana White, il a dit un truc, alors je m'y attendais pas du tout. Shane Burgos, on se souvient, il a signé au PFL, hein, ça fait quelques mois qu'il a quitté l'UFC, et il dit que Dana White l'a appelé, et qu'en gros il l'a appelé en lui disant qu'il le remerciait, qu'il avait adoré sa façon de combattre, et que voilà, qu'il lui souhaitait le meilleur pour la suite. Dana White, on parle souvent de lui comme un mec un peu froid, un peu dur, voilà, très spécial, qu'il fasse ça à un combattant, moi je trouve ça bien. Parce que Burgos, c'est vrai que c'est un mec fun, et en gros il l'a remercié. Je trouve ça plutôt sport de sa part. Ensuite, on va passer à quelque chose que j'aime pas trop, moi, les GOAT, parler des GOAT, qui est le GOAT, qui n'est pas le GOAT, etc., etc. Mais il y a Khabib Nurmagomedov qui a tweeté sa liste du top 15. Moi, je vais vous donner les 5 premiers. Et on va voir qu'il est plutôt honnête, Khabib, dans sa liste. En premier, il met Fedor et John Jones. Alors déjà, là, on peut souligner que Jones, c'est le meilleur ennemi de Daniel Cormier. Daniel Cormier, c'est vraiment un très bon pote, partenaire d'entraînement de Khabib, donc il met Jones quand même tout là-haut. C'est honnête de sa part. Ensuite, il met GSP en 2, Anderson Silva en 3, Demetrius Johnson en 4 et Daniel Cormier en 5. Voilà, je vais m'arrêter là. Après, il y aura Henry Cejudo, José Aldo, Kamaru Usman. Là, vous avez vu, il met Usman après Aldo, ce qui est plutôt bien, parce qu'Ousmane, c'est pareil, c'est un peu son pote à Khabib. Moi, je trouve qu'elle est honnête, sa liste. Elle est honnête, je suis plutôt d'accord avec, en plus, Fedor, Jones, GSP tout là-haut, avec Anderson Silva. Bon, après, ça peut se batailler, Silva devant GSP, oui, non, voilà. Mais j'ai trouvé ça honnête de la part de Khabib de ne pas mettre ses potes tout en haut et puis de mettre les autres après. Et ensuite, on va finir avec Chris Curtis. Chris Curtis, il ne décolère pas depuis samedi soir et sa défaite contre Kevin Gastelum. Alors au début, il disait ouais, Gastelum, il l'a rangé un peu sur les réseaux. Tu sais que j'ai pas perdu ce combat, redonne-moi ma revanche. Tout le monde veut voir ce combat en synchrone. C'est un combat serré, c'est vrai. Après, moi, je trouve qu'il n'y a pas non plus, c'est pas le vol du siècle. Et là, il dit qu'il a fait appel. Il dit qu'il fait appel de sa défaite. Honnêtement, si on est honnête, ça n'aboutira pas, ça n'aboutit jamais. En plus, c'est un combat très serré, il n'y a pas de scandale. Et voilà, donc moi je pense qu'il perd son temps, qu'il s'entête, il ferait mieux de passer à la suite. Tout le monde a vu qu'il avait fait un super combat, il n'aura pas un combat pourri à la suite, je pense. Je pense que l'UFC sera reconnaissant, et puis ça ne va pas casser sa carrière d'avoir perdu contre Gastelum. En tout cas les amis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un épisode plutôt rapide, mais voilà, c'était surtout axé sur Diaz contre Paul. Et je voulais rajouter une petite chose sur Ned Diaz. Il s'est un petit peu justifié sur pourquoi il prend Jake Paul. Il a dit ouais, après Canelo Alvarez, en ce moment c'est le plus gros nom de la boxe, en gros c'est le plus bankable. C'est pas faux, c'est honnête de sa part. Il dit en gros je vais le taper parce qu'il a la notoriété, il a l'argent. C'est voilà, Ned Diaz, on sait qu'il est assez franc dans ce qu'il dit. Après il aime bien se faire son petit coup de pub, mais voilà. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour un prochain épisode. Merci à tous et salut.